Très bien. Bon, il vous aura pas échappé qu'il y a une culture qu'on a mentionnée deux, trois fois et qui correspond un petit peu, qui a un calendrier apparemment solaire, qui se retrouve sur le mécanisme d'anticitaire, que Julien disait ils avaient un calendrier solaire, ils ont un culte du soleil, ils sont pas très loin de Rome, ils sont assez influents, c'est l'Égypte. Et on va commencer un retour en Égypte pour aller voir si c'est pas là-bas qu'on peut trouver les origines de cette fameuse fête du solstice, mais ça va pas être sans poser un certain nombre de problèmes. Donc, pour la fête au solstice, on va replonger un peu dans ce qu'on peut appeler l'astrophéologie, ou qui parfois se désigne comme ça. C'est l'idée que les mythes seraient en fait des allégories de phénomènes astronomiques qui seraient, qu'on aurait traduits sous une forme narrative, sous un récit. Donc ça peut être des trucs au sujet des constellations, du solstice, des éclipses, des comètes, ce genre de choses. Clairement, il y a des mythes du genre qui existent, mais il y a aussi des écoles qui vont essayer d'analyser tous les mythes comme ça. Typiquement, là, vous avez une illustration du mythe de la chasse cosmique. C'est-à-dire, il y a un chasseur qui chasse une bête, et puis elle s'enfuit, puis elle devient une constellation. Julien Duy a essayé de prouver que, en fait, c'était extrêmement ancien et que ça remonterait à une période très ancienne de la préhistoire. Mais en tout cas, ce genre d'histoire de tel héros, telle chose serait devenue une constellation, on le trouve un peu partout. L'astrothéologie, donc le fait de dire dans l'Antiquité que les dieux seraient en fait une allégorie du soleil ou de la lune, ça se trouve. Des gens qui écrivent sur l'Égypte, comme le pseudo-Manéthon, Hécaté, Diodore de Sicile, qui parle là d'Osiris, les stoïciens mentionnés par Plutarque, qui là les réfutent, mais aussi Chérémon ou Posidonios, par exemple. Il y a un fragment de Porphyre qu'on trouve dans Eusèbe de Césarée, qui nous dit: c'est ce que Chérémon voyait en effet, que tous ceux qui avaient fait le soleil auteur du monde avaient appliqué tout ce qu'on raconte d'Osiris et d'Isis, avec toutes les fables sacrées, aux astres, soit à leur lever ou à leur coucher, soit aux différentes phases de la lune, soit au cours du soleil, soit à l'hémisphère du jour ou celui de la nuit, soit au fleuve Nil, de sorte qu'il rapportait tout à des causes physiques et non à des substances vivantes et incorporelles. Autrement dit, au lieu de voir les récits des dieux comme des puissances surhumaines, mais incorporelles, il rapportait ça à des phénomènes très matériels. Ce qui est mentionné chez Chérémon, Posidonios, etc., et une certaine forme de théologie solaire chez les néoplatoniciens, chez Macrobe, qu'on va voir après. En tout cas, ça existait. Alors la question, c'est quelle influence est-ce que ça a eu? Est-ce que ça a vraiment fabriqué des fêtes qui ont ensuite été célébrées plus largement à Rome? Ça, c'est loin d'être clair. Et à l'époque moderne, ça va être ressuscité évidemment en reprenant ces références antiques, notamment par Charles-François Dupuy, qui a écrit L'origine de tous les cultes. Alors c'est ce qui est écrit sur la boîte. Hein. Il considère que le culte du soleil, notamment l'astrologie, ce genre de choses, c'est l'origine de tous les cultes, de toutes les religions, et il essaie de toutes les ramener à ça. Une phrase qui est souvent citée et qui résume un peu son projet, c'est: la mythologie dans son origine est l'ouvrage de la science seule l'expliquera. Ce qui traduit un peu en quoi ce genre d'idées peuvent être séduisantes. C'est-à-dire que, au fond, on prend tout le fatras complexe de la mythologie et on va le réduire à quelque chose de scientifique et de concret et de matériel. Ça donne l'impression de réussir à démêler et à trouver le vrai sens qu'il y a derrière. Comment est-ce qu'il pourrait être plus vrai, puisque ça parle de phénomènes qui existent vraiment. Mais ça revient à, en fait, enlever tout ce qui donne du sens à ces récits et ces pratiques. Il y a eu en partie notamment l'école pan-babylonienne, le pan-babylonisme, avec Winkler et d'autres, qui basiquement essayaient de voir, comme toutes les religions de l'Orient qui dérivaient de Babylone, comme leur nom l'indique, mais justement qui essayaient de voir dans tous les mythes des allégories astronomiques ou astrologiques, qui auraient dérivé de Babylone dans tout le Proche-Orient ancien, la Méditerranée, peut-être même au-delà. Alors parfois ils avaient tendance à renverser un peu la chronologie, c'est-à-dire à prêter à des époques très anciennes une maîtrise de l'astrologie qu'elles n'avaient pas vraiment et qui date d'après, ce genre de choses, mais c'est aussi une dimension qui existe. Hein. Dans l'Enuma Elish, notamment, on mentionne que Marduk, il découpe le ciel, basiquement il établit le zodiaque, quoi. Donc ça peut exister aussi. Ce mode de pensée, il est associé à une certaine mentalité scientifique, un peu comme chez Dupuy. Hein. Par exemple, vous aviez Elias Kolber, qui est un astronome, qui disait en fait l'histoire de Jonas et la baleine dans le livre de Jonas dans la Bible, en fait c'est simplement que l'histoire de la lune qui traverse la constellation de la baleine en 40 jours. Donc la lune met 40 jours à traverser la baleine, donc voilà, ça crée l'histoire de Jonas, et ça ne crée pas que l'histoire de Jonas, parce que qui dit baleine dit poisson,
Qui dit poisson, c'est quand vous jeûnez parce que vous mangez pas de viande, ben, vous mangez du poisson. Et donc, qui dit 40 jours de poisson, ben, c'est le jeûne de 40 jours, c'est le jeûne de Jésus dans le désert pendant 40 jours. Donc voilà, deux mythes assez significatifs et emblématiques, surtout expliqués, réduits à un phénomène astronomique. Alors que le jeûne de Jésus, les tentations de Jésus, c'est quand même un moment assez significatif, les tentations du diable, etc. Mais en fait, on le vide un peu de sens comme ça. En suivant Robert Grant Halliburton, un peu au XIXe siècle aussi, il considérait que le festival d'Isis au mois de Hathir, qui est mentionné par Plutarque, qui est un peu un casse-tête d'ailleurs, mais que ce serait en fait un festival fixe qui serait lié au lever des Pléiades. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans la sphère, vous savez, les soucoupes volantes des pyramides de l'Atlantide, Randall Carson par exemple, qui vont dire en fait, les Pléiades se lèvent, et du coup, ça a créé plein de festivals des morts partout sur Terre. Ça, c'est une idée de Halliburton. Qu'en fait, il y a des festivals des morts, donc évidemment, la Toussaint, Halloween, Samhain, mais plein de festivals à travers la planète qui seraient liés à ça. En fait, ça marche pas si bien que ça. Mais c'est un mode de pensée qui a été régulièrement renouvelé. Gerald Massey, en 1886, il écrit The Historical Jesus and Mythical Christ, qui va devenir un peu un classique. Alors classique, je sais pas, mais en tout cas, il était pas mal repris plus récemment, du mythisme, de l'idée que Jésus est mythique. Alors pas tout à fait mythique, parce qu'il va quand même dire, bon, il y a peut-être un Jésus historique, peut-être... Mais en tout cas, il y a des éléments de sa vie qui ne peuvent pas être compris littéralement, donc ils doivent être compris comme une allégorie astrologique. Et à la base, ça devait être une espèce de concept astrologique de renaissance du dieu solaire, machin, qui ensuite aurait été littéralisé. Donc là, il l'amène assez proche de Zeitgeist. On peut citer Edward Carpenter, je passe dessus, il y a un livre assez célèbre, Le Moulin de Hamlet, Hamlet's Mill, qui considère que dans les mythes, des mythes très anciens, on pourrait détecter en fait une connaissance de la précession des équinoxes, avant même qu'elle ait été découverte par Hipparque. C'est-à-dire qu'en fait, comme l'axe de la Terre bouge légèrement au fil du temps, vous revenez pas exactement aux mêmes constellations, il y a un très léger décalage au fil du temps, qui a été découvert dans l'Antiquité par certains astronomes, et qui, c'est la thèse de ce livre, qu'en fait il y a des mythes qui seraient une allégorie pour cette découverte qui serait beaucoup plus vieille. Ce qui est vraiment très intéressant, je trouve, sur le plan, on va dire, sociologique ou politique avec l'astro-théologie, c'est que ça vous permet une alliance très, très intéressante. C'est que d'un côté, vous allez avoir, on va dire, un certain genre de complotistes, soucoupe volante des pyramides de l'Atlantide, qui aiment bien réécrire l'histoire ancienne de l'humanité. Vous avez les néo-païens. Vous avez les gens un peu plus New Age, mais vous avez aussi un public de sceptiques rationnels, d'athées qui ont envie d'attaquer le christianisme. Et en fait, cette coalition-là, c'est un peu la coalition idéale si vous avez envie de combattre le christianisme, de vous attaquer à ces versions conservatrices, au christianisme évangélique, etc. Et c'est un peu ça que Zeitgeist avait très bien réussi à faire. C'est là qu'on arrive à D.M. Murdoch, Dorothy Murdoch ou Acharya S., que son pseudonyme, qui écrit un certain nombre de livres là-dessus pour dire que Jésus, en fait, n'a pas existé. C'est une allégorie astrologique. Donc, évidemment, il y a 12 disciples comme les 12 signes du zodiaque. Il est comparé à Krishna et Bouddha, où ce serait la même chose. Moïse n'existerait pas non plus. Bon, ça, c'est un peu moins controversé parce qu'il y a moins de gens qui vont considérer qu'il y a un dossier solide pour un Moïse historique. Et elle a été, comment on appelle ça, conseillère. Elle a aidé la fabrication du film Zeitgeist, qui était un film complotiste qui parlait de ça notamment, mais aussi, vous voyez sur les images là, du 11 septembre, qui bien sûr était un complot, de l'oligarchie en place, qui a aussi créé les crises financières, etc. Et Zeitgeist se présentait comme un projet pour libérer l'humanité à la fois du méchant complot, mais aussi du christianisme, qui était vu lui aussi comme un complot, et révéler simplement la dimension astronomique qu'il y avait derrière. Leur projet, qui était un peu associé à ça, c'était notamment de faire un gouvernement mondial, mais qui redistribuerait de l'argent à tout le monde, donc ce serait bien. Il y avait quand même une vision, quand on voit les complotistes actuels, ça nous manque presque, il y a un côté très années 2000 et optimiste, quoi, même chez ces complotistes-là, c'est-à-dire, oui, bon, il y a une oligarchie mondiale qui contrôle le monde, mais à la place, on va faire un gouvernement mondial sympa qui va contrôler le monde et qui va donner de l'argent à tout le monde. Et il ne faut pas négliger à quel point ça peut être attractif, même il y a encore peut-être une dizaine d'années, j'avais croisé une dame qui venait de Chine et qui était venue étudier en Suisse. On parlait dans un bistrot un peu bruyant, et à un moment, elle me parle d'un truc sur un projet pour créer... redistribuer de l'argent, je sais pas quoi, je comprends pas. Puis elle me dit, ah, mais il faut que tu vois ce film. Et elle écrit sur un papier, elle le retourne vers moi, et puis je vois que c'est écrit Zeitgeist. Et là, je comprends qu'elle parlait de ce film. Donc c'était très dramatique, mais je pense qu'il a quand même eu
énormément d'écho. La partie astrothéologique peut-être plus que les autres, à mon avis aussi parce qu'elle est plus inoffensive. Hein. C'est pas, on n'est pas en train de vous dire le 11 septembre c'était un complot, mais donc vous avez la ceinture d'Orion et puis Sirius. Et ben en fait la ceinture d'Orion c'est les trois rois, Sirius c'est l'étoile de l'Est et du coup le lever du soleil qui est indiqué par ça, c'est la naissance du dieu soleil au solstice d'hiver. Vous voyez bien que tout se réduit à des explications astronomiques. En fait ça marche plus ou moins à peu près parce qu'évidemment comme le ciel tourne, bah, ça pointe quelque chose de différent à différentes heures. Ça peut marcher à peu près si vous êtes à la latitude, mais bon, il y a aussi des éléments qui vont par contre être complètement faux dans le portrait des dieux de l'Antiquité. Mais ironiquement, moi, dans les dieux qui étaient catalogués, j'ai toujours pensé, enfin toujours, quand j'avais découvert ça, je m'étais dit, bon, le cas le plus solide, ça doit être Mitra. Parce que c'était un dieu romain très populaire, il tombe à peu près au moment, c'est un dieu solaire, il s'appelle Deus Sol Invictus, donc peut-être que la fête de le Natalis Invicti le concerne aussi, ça c'est pas clair du tout, mais c'est possible. Mais en fait, pas vraiment, parce qu'on a très très peu d'informations sur le Mitra romain. Ils n'ont pas laissé un calendrier de fêtes et des doctrines très claires. Par contre, techniquement, Horus, le dieu solaire romain, marche un peu mieux, si on veut être techniquement correct. Techniquement, il est né autour du solstice, c'est ce que Plutarque nous dit, on va l'examiner dans un instant, mais on a un témoignage direct qui nous dit il naît Harpocrate autour du solstice, et il est ressuscité. Il y a des textes qui parlent de sa résurrection par Isis après une piqûre de scorpion. D'ailleurs, vous voyez, là, c'est une des stèles, là, c'est la stèle de Metternich, avec Harpocrate, avec des serpents, des scorpions, où il est justement le dieu qui s'occupe de guérir ça, et du coup, il y a un mythe lié à ça qui parle de sa résurrection après une telle piqûre. Comme on l'avait vu notamment avec l'incantation de Mercebourg, les mythes, entre guillemets, thérapeutiques, j'ai l'impression que c'est toujours difficile de généraliser à partir de ceux-ci, parce qu'ils ont des scénarios qui ont l'air d'être faits exprès pour le rituel médical qui va avec, comme ce récit sur Odin qui soigne le cheval de Balder, puis en fait c'est une histoire qu'on retrouve nulle part ailleurs. Bah là c'est un peu pareil, une histoire un peu dans un univers, dans un bocal, peut-être. Mais ce qui est ironique, c'est que Zeitgeist, dans la liste, il ne mettait pas que Horus était ressuscité. Alors que, techniquement, ils auraient pu trouver quelque chose pour le faire. Après, le reste, adoré par 3 rois, enseignant à 12, baptisé, 12 disciples, tout ça, par contre, c'est complètement bricolé. Ça ne se base pas sur des vrais textes. Elle avait du coup, en fait, comme c'était une occasion manquée, elle avait fini par se recentrer sur l'Égypte, je pense, parce que forcément, vous avez des millénaires de textes gravés dans des tombes royales et des pyramides. Donc vous avez de quoi piocher. Et elle avait fait un livre, Christ in Egypt, The Horus-Jesus Connection. Après, vous voyez que c'est parfois un peu superficiel. Bon, vous avez Harpocrate sur les genoux d'Isis. Est-ce que ça a pu inspirer la Vierge Marie et Jésus? Oui, peut-être. Mais peut-être que ça partage tout simplement le concept d'une mère qui allait de son enfant, qui existe en fait objectivement dans le monde réel. Il n'y a pas besoin d'avoir connaissance de Isis pour savoir pour se retrouver avec cette figure. Ce que je trouve intéressant, c'est c'est beaucoup de citations fabriquées, de cherry picking, et puis aussi elle reste très près de ses sources et elle les cite de façon extensive, mais du coup ça devient presque ironique tellement il y a de guillemets. L'âge auquel meurt Osiris symbolise les maisons lunaires qui sont célébrées dans le livre des morts comme 28, alors que c'est simplement qu'elle s'appuie sur un patchwork de notes. Parfois, elle va aussi en fait avoir des arguments qui sont un peu des autogols, si vous voulez. Par exemple, elle va dire le De Pascha Computus dont je vous ai parlé avant, elle va l'attribuer à Cyprien, ce qui est plus retenu, et elle va dire qu'il contient déjà la date de Noël. S'il contient la date de Noël, ça veut dire que Noël a 100 ans d'avance sur le Natalis Invicti. Comme on l'a vu, c'était pas Noël, c'était le 28 mars qui était lié à l'équinoxe. Mais, si j'en crois à Chariès, en fait, mauvaise pioche. Ce qui m'avait un peu... Moi, je me rappelle, je la suivais sur Twitter il y a des années, en 2015, donc il y a bientôt 10 ans, et elle avait... son attitude m'avait un peu inquiété, c'est qu'elle avait commencé à partager des tweets où elle retweetait des tweets qui disaient Merry Christmas, As It's Christmas, quelqu'un qui partage une chanson religieuse chrétienne. Et ça me paraissait un peu bizarre de quelqu'un qui avait passé autant de temps à expliquer que le christianisme était un complot faux, etc. Alors peut-être que c'est simplement l'esprit de Noël qui s'était emparé d'elle et puis elle était devenue... elle s'était retrouvée dotée d'une charité nouvelle, mais en fait c'était simplement qu'elle avait atteint... elle est morte le 25 décembre 2015, ça ne s'invente pas. Elle qui parlait tellement du 25 décembre. Alors, je me sentirais un peu mal de pointer l'ironie là-dessus, mais même ses proches, les gens qui géraient ses pages, ont mentionné cette espèce d'ironie. Et en plus, elle est née le 27 mars, qui est assez proche de Pâques en plus. Donc,
Vous voyez, c'est un peu ça des fois. Est-ce qu'il y a un meilleur exemple que parfois il y a des hasards de calendrier ou des synchronicités de calendrier? Elle avait été atteinte d'un cancer du sein qui avait métastasé. Elle avait fait une collecte de fonds pour essayer de toucher l'argent, de récolter de l'argent pour payer son traitement, parce que c'est les États-Unis, c'est comme ça. Et elle n'avait même pas réussi à récolter assez de fonds. Mais évidemment, comme son public, c'est des complotistes bizarres et un peu déjantés, quand ils ont vu qu'elle était morte le 25 décembre, ils ont dit « Ah, en fait, c'est un complot, elle n'est pas vraiment morte, elle s'est juste barrée avec l'argent. » Et j'avais pu voir des messages un peu inquiétants. C'est le problème d'avoir un public complotiste. Mais je trouve que elle a écrit beaucoup de choses fausses, des trucs fabriqués, des trucs qui sont évidemment du bricolage, quoi. Mais c'est aussi une des personnes qui a probablement eu le plus d'impact sur l'histoire des religions et la conscience des religions au XXIe siècle. Elle a très vite compris comment marchait Internet, elle a très vite fait des sites Internet, et elle a très vite réussi à faire des choses qui se sont vraiment répandues comme des traînées de poudre et dont on parle encore aujourd'hui. On connaît assez mal sa vie, on connaît assez mal son parcours, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a été peut-être... qui a eu une très mauvaise expérience du christianisme, en tout cas, et qui a essayé d'en sortir et peut-être de le remplacer par quelque chose qu'elle voyait comme plus positif. Mais, ceci étant dit, c'est pas parce que le livre est brouillon, etc., qu'il n'y a rien derrière, et en fait, il y a même des choses dont elle parle, dont nous n'avons pas encore parlé, et dont certains spécialistes ne parlent pas toujours, ou pas assez en profondeur. Donc maintenant, la question à 1 million, est-ce qu'il y a d'autres traces de cette fameuse naissance du soleil? Déjà, les pères de l'Église, on l'avait déjà mentionné, se plaignent que dans leurs églises, au IVe siècle, 5e siècle, il y a des gens qui, alors que c'est Noël, ils disent que c'est plutôt le jour du nouveau soleil. Novem solum. Augustin dit qu'il faut fêter Noël, pas en l'honneur du soleil, mais de celui qui a créé le soleil. Et Léon le Grand lamente la même chose, et ça ne veut pas dire qu'il y a des cultes païens liés à ça, parce qu'ils disent, ça pourrait être simplement une espèce de croyance astronomique, mais ils mentionnent des gens qui saluent le soleil en entrant dans l'église, donc ça laisse entendre qu'il y a quand même des pratiques qui sont liées à ça. Il faut dire qu'il y a une très vieille conception romaine, je vous ai mis quelques exemples de Ovide, Varron, Plutarque, sur le fait que le solstice d'hiver marque le premier jour du soleil nouveau et le dernier de l'ancien, que le soleil est renouvelé au solstice, et que du coup c'est l'époque la plus logique pour faire démarrer l'année. Le nouvel an, parce qu'il y a le renouvellement du soleil. Le soleil diminue, puis il revient, donc il y a un renouvellement du soleil, et donc c'est le moment idéal pour ça. Plutarque en parle aussi, Sansorin, même si Julien en parle aussi dans son discours sur le roi soleil, même si évidemment il rappelle que tous les différents peuples font commencer leur année à différents moments. C'est intéressant ça, soleil, mais renouveler le soleil, ça ne veut pas dire que c'est imaginé comme une naissance ou quelque chose de personnalisé ou qui mériterait d'être célébré. Pourtant, il y a une entrée dans un calendrier qui laisse penser que peut-être qu'il faut l'interpréter littéralement comme une naissance. C'est le calendrier d'Antiochus qui est attribué à Antiochus d'Athènes, qui est probablement pas écrit par lui, c'est assez dur de le dater. Et au 25 décembre, excusez-moi, on peut lire Eliougenethlion, une faute de frappe, Eliougenethlion auxeiphos, qui veut dire naissance du soleil, la lumière augmente. Alors c'est logique pour le solstice, la lumière augmente. Et Eliougenethlion, naissance du soleil, ça c'est plus intriguant. Peut-être qu'on vous a dit avant le natalice pour les empereurs, c'était vraiment leur anniversaire, mais pour les dieux, c'était la date de la consécration de leur temple souvent. Mais peut-être que là, on a un argument pour interpréter cet anniversaire vraiment comme une naissance. Alors, le calendrier d'Antiochus, c'est un parapegme. Ça commence bien. Un parapegme, c'est quoi? Basiquement, c'est un calendrier qui répertorie des événements astronomiques, des solstices, des levées de constellations, de la météo. On avait vu avec Plutarque avant qui disait si c'est nuageux lors du lever des Pléiades, l'hiver sera mauvais. Ce genre de choses-là. En fait, sous forme physique, ça se présente un peu comme ça, une tablette de pierre avec des trous. Et tous les jours, vous bougez vous avez un clou dans les trous, puis vous le bougez d'un cran tous les jours. Et puis au bout d'un moment, vous allez voir, là il y a le solstice, là il y a telle constellation qui se lève. Donc c'est une manière de cataloguer ces repères dont on parlait avant, solstice, lever de constellation, coucher de constellation.
Et donc de rester aligné sur l'année si vous avez besoin d'un tel point de repère. Un exemple tiré du calendrier d'Antiochus, 14 juillet, tout Orion, donc la constellation d'Orion, se lève en même temps que le Soleil, cela cause de la pluie et du vent. Et donc, théoriquement, ça vous permettait de l'ajuster à partir de vos observations. Alors, on a raté des jours, bon, on peut rattraper, mais probablement que les gens, ils suivaient juste une version idéale du cycle. Par exemple, là, on nous dit que Orion se lève en même temps que le Soleil et que ça cause de la pluie. Mais si ça cause de la pluie, il y a des nuages. Et s'il y a des nuages, bah, peut-être je ne vais pas réussir à l'observer. C'est assez intriguant parce qu'il y a aussi cette tendance à attribuer des météos à des jours fixes. Genre, il pleut le 14 juillet, apparemment. Mais est-ce qu'il pleut vraiment tous les 14 juillet? Est-ce qu'ils pensaient vraiment que tous les 14 juillet, il pleuvait? Il y a aussi des traditions où il y a des marins qui se servent de ce genre de lever de certaines étoiles pour décider quand est-ce qu'il faut naviguer ou pas, quand est-ce que c'est sûr, ce genre de tradition. Donc naissance du soleil. Alors Noiville, Nilsson, certains chercheurs disent que comme c'est Genethlion au lieu de Genethlia, ça veut juste dire anniversaire et ça ne veut pas dire naissance. Bon, alors je laisse ce point aux philologues grecs, moi je pense que ça ne change pas grand-chose, pour notre question en tout cas si c'est un anniversaire. Et puis on pourrait être sceptique. Donc il y a des gens qui ont dit, moi j'avais débattu sur Twitter, alors il a supprimé tous ses tweets, mais j'avais débattu avec un grand spécialiste de l'Antiquité là-dessus, qui n'était pas spécialisé de ça en particulier, mais qui disait, ouais mais bon c'est peut-être juste le solstice. Non, parce que dans le calendrier d'Antiochus, 2 crans plus haut, vous avez Trope Keimerine, solstice d'hiver. Donc clairement, ce n'est pas que le solstice. Alors c'est peut-être juste lié au solstice, peut-être ça veut simplement dire, bon 3 jours après, la lumière commence à redémarrer, mais clairement c'est pas que le solstice. Mais ça pourrait être juste une idée astronomique. Ok, le soleil renaît, bon, ça ne veut pas dire qu'il y a une fête. Parce que les parapègmes, ils s'occupent que de phénomènes astronomiques, pas de fêtes. Sauf que Darin Lehoux, qui a fait un travail sur 70 ou 80 parapègmes du genre, des calendriers du genre, dans les 70, je ne sais plus combien, dans les dizaines qu'il a étudiées, c'est un des 3 parapègmes qui contient des fêtes avec le papyrus d'Ibet et le parapègme d'Oxford qu'on va voir après. Il mentionne la crue du Nil le 22 octobre, donc c'est pas astronomique, et pour Lehoux, ça pourrait être une fête en l'honneur de la crue du Nil, qui est liée à la crue du Nil. Donc vous voyez déjà qu'il y a peut-être un lien avec l'Égypte déjà. On est déjà un peu de retour en Égypte. Donc quand est-ce qu'on date ce texte? C'est ça le problème, hein. Il est copié dans des manuscrits, bon, mais quand il date... C'est que Cumon disait 2e ou 3e siècle parce que ça l'arrangeait, voilà, c'était l'origine de Noël. Mommsen au 6e siècle, car il utilise le calendrier julien modifié. C'est quoi? En fait, si je reviens dessus vite fait, vous voyez que les jours sont numérotés avec des lettres grecques et que on vous dit vraiment, le 25, il est vraiment noté 25. Alors que le calendrier julien, normalement, comme je vous l'ai dit avant, on compte à rebours. C'est un système un peu infernal. Vous n'êtes pas le 25 décembre, vous êtes le 8e jour avant les calendes de janvier. Vous n'êtes pas le 2 juillet, vous êtes le 6e jour avant les nonnes de juillet. Et suivant la taille du mois, les nonnes et les ides ne sont pas le même jour du mois. Donc c'est un système qui clairement a des origines lunaires, qui a probablement été lié lunaire au sens littéral et au sens figuré, mais qui était lié aux phases de la Lune, et qui est un peu unique. Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples de gens qui comptaient les jours à rebours comme ça. Et puis en fait, le calendrier julien modifié, c'est qu'à un moment, il y en a qui ont dû tomber sur la tête parce qu'ils se sont mis à compter normalement, comme nous on le ferait. 1 janvier, 2 janvier, 3 janvier, 4 janvier, comme le font tous les calendriers de la région d'ailleurs. Et la question, c'est quand est-ce que ce système commence à apparaître? Mommsen disait 6e siècle, mais Antonio Ferru a trouvé des inscriptions qui utilisent explicitement ce système au 4e siècle, les plus vieilles en 338 et en 345. Donc on est juste avant la période du calendrier de Philocalus qui date de 354. On est vraiment dans un mouchoir de poche, on est dans les décennies où on a ces premières attestations du calendrier philocalien et de Julien. Donc c'est tout à fait possible qu'ils datent exactement de la même époque et qu'en fait ils ne nous permettent pas de renforcer le dossier parce que ça dirait que oui, on a une mention de plus, mais si elle date exactement de la même période, elle ne permet pas de repousser ça dans l'Antiquité. Bon, maintenant, ce n'est pas un argument si solide que ça parce que dater une inscription et numéroter les jours d'un calendrier, ce n'est pas le même cheminement intellectuel. Hein. Notamment, il y a l'influence possible de calendriers égyptiens qui sont utilisés en astronomie, par Ptolémée et d'autres. Donc plusieurs personnes au fil de l'histoire ont pu avoir le réflexe de numéroter normalement, surtout que c'est le cas dans tous les calendriers. Et d'ailleurs, dans les inscriptions de Ferroy, on voit une influence de l'Égypte parce qu'il y a une des inscriptions qui mentionne le mois de Phaophi. Donc, et puis, encore une fois, pour la 3e fois, c'est normal de numéroter les jours du mois dans l'ordre, et c'est les Romains qui sont vraiment le système bizarre. Donc, l'un dans l'autre, c'est pas si convaincant, mais c'est certainement pas définitif.
On revient aux autres mentions de cette naissance du soleil qui était mentionnée dans notre épisode sur Noël. On avait Épiphane qui nous disait que à Petra, Eloussa et Alexandrie, donc Alexandrie en Égypte, Eloussa en Palestine, Petra en ce qui est aujourd'hui en Jordanie, il y avait une statue de Corée. Oh, j'ai une horrible faute de frappe ici, mais on sortait une statue de Corée, donc Perséphone, qu'on faisait tourner autour du temple à la lumière des torches et en chantant la Vierge a enfanté l'Aion. Corée, la Vierge, la jeune fille. Aion, c'est un dieu lié au temps, qu'on trouve dans certains cultes orphiques, des choses comme ça. Et donc, c'est un témoignage assez suspect. Et on avait vu pourquoi. C'est qu'en fait, Épiphane, il est dans la guerre, il s'inscrit dans la guerre, la Christmas War, entre la date de Noël, le 25 décembre, et le 6 janvier. Parce qu'en Occident, à Rome, on le fête le 25 décembre. Dans l'Orient, ils préfèrent le 6 janvier, qui va devenir l'Épiphanie. Et Épiphane, pour soutenir la date du 6 janvier, la nativité, il va dire, ce qui est bizarre, parce que lui, par contre, le baptême, il le place à un autre moment. Mais bref, il va dire que, regardez, même les païens, ils fêtent une nativité. Donc même les païens qui d'habitude font n'importe quoi, ils ont compris que ma date était la bonne, parce qu'à ma date, ils font exactement ça, alors que le 25 décembre, ils font des Saturnales, des Kikelia, des fêtes horribles et sataniques et démoniaques. Mais le 6 janvier, apparemment, en harmonie avec le cosmos, ils fêtent la nativité. Donc c'est un témoignage extrêmement suspect, parce qu'il l'invoque clairement pour soutenir son idée un peu minoritaire quant à cette date-là. Mais bon, on ne peut pas le rejeter complètement. Un autre truc très suspect, c'est que vous avez 3 endroits différents, Alexandrie, Eloussa, Petra, et il y aurait exactement la même fête aux 3 endroits. C'est un peu bizarre de le formuler comme ça. Est-ce que vraiment il y aurait eu le même culte aux 3 endroits différents? Paraît étrange. Plusieurs siècles après, maintenant que Noël est bien établi, donc au 8e siècle, il y a Cosmas de Jérusalem qui réécrivait la scène, puis il disait que cette fois-ci, elle se passait le 25 décembre, parce que cette fois-ci, il n'y a plus aucune raison de le placer à une autre date, donc ça a été déplacé. La déesse vierge, il la désigne comme Aphrodite, ce qui devient un peu ridicule, parce que c'est la déesse de l'amour, c'est un peu tout, sauf une déesse vierge. Et par contre, ce qui est plus intriguant, c'est qu'il rajoute que les cultistes chantent Auxeifos, la lumière augmente, ce qui était écrit au 25 décembre dans le calendrier d'Antiochus. Donc là, on a peut-être quelque chose d'intéressant, même si dans la suite de son texte, Épiphane, il en parle littéralement du retour de la lumière. Il dit justement, on est 12 jours après le solstice, et Jésus est né le 6 janvier, précisément parce qu'il y a la lumière qui est en train de revenir après le solstice. Bon. Un autre témoignage, c'est celui de Macrobe, qui disait que basiquement tous les dieux étaient le soleil, on l'a mentionné quelques fois. Après, il faut spécifier, en fait, c'est que dans les Saturnales, il y a le personnage de Prétextus qui dit ça notamment, et en fait, il y a un côté un peu ludique. C'est-à-dire qu'il discute et il dit, bon, je vais vous montrer que tous les dieux, c'est le soleil, mais il fait des arguments un peu tirés par les cheveux pour montrer, regardez à quel point je peux vous le prouver. Typiquement, il parle de dieux qui ont différents âges. Là, il parle de Dionysos, il dit, des fois on le représente jeune, des fois on le représente vieux. Pourquoi? Il dit, ces diversités d'âge se rapportent au soleil. Il est en effet considéré comme un enfant au solstice d'hiver, époque à laquelle les Égyptiens le portent sous cette figure hors de son temple. Alors en effet, à cause de la brièveté du jour, le soleil paraît être dans son enfance. Donc ça c'est intéressant parce qu'en fait ça lui permet de dire, bon du coup s'il y a des dieux qui ressemblent à des dieux jeunes, c'est le soleil, s'il y a des dieux adultes c'est le soleil, et s'il y a des dieux vieux, c'est de nouveau le soleil. Donc ça lui permet de dire, tu vois en fait toutes ces représentations se rapportent au soleil. Donc il faut prendre ça un peu avec des pincettes, mais pour que ça marche, il faudrait qu'il s'appuie sur des éléments qui soient aussi techniquement vrais, quoi. On suppose. Enfin, il y a une mention de Plutarque, c'est ce que je vous disais avant. Il dit explicitement que Harpocrate, qui est donc la forme d'Horus enfant qu'on a vu avant sur la stèle de Metternich, est né vers le solstice d'hiver. Le 6e jour du mois de Phaophie, Isis a mis une amulette autour de son cou car elle s'est reconnue enceinte. Vers le solstice d'hiver, elle mit au monde Harpocrate dans un état de faiblesse et d'imperfection, semblable à celui des premiers germes et des premières fleurs qui commencent à se développer. C'est pour ça qu'on offre à ce dieu les prémices de fleurs naissance. Enfin, après l'équinoxe de printemps, il célèbre une fête en mémoire des couches d'Isis. Le vulgaire saisit avidement ces sortes d'explications et y donne une entière confiance, séduit par la vraisemblance qu'il trouve dans des idées avec lesquelles il est familier. Plutarque rapporte énormément dans son traité sur Isis et Osiris, énormément d'interprétations solaires, agricoles, etc. Il les rejette pratiquement toutes, parce qu'il en propose une très philosophique, en fait, à la place, un peu plus abstraite.
Mais on peut quand même pas nier ça, parce qu'il nous dit explicitement, vers le solstice d'hiver, Harpocrate naît, apparemment de façon prématurée, il est décrit comme un prématuré, mais voilà. Après, là on a peut-être un cas aussi qui nous explique pourquoi il ne faut pas surestimer la place du solstice, c'est que, précisément, nos sources auront tendance à y faire référence. Pourquoi ? Parce qu'on lit des historiens, des philosophes, des médecins, ils écrivent en koiné, donc la langue grecque commune pour les travaux intellectuels, ils sont adressés à un large public qui peut lire leurs travaux dans différentes régions de la Méditerranée, à Rome, en Grèce, en Égypte, etc. Et donc forcément, là où c'est pratique de faire allusion au solstice, c'est que du coup, vous ne savez pas quel calendrier vos lecteurs utilisent, ou avec lesquels ils sont familiers. Et le fait d'y faire référence souvent, ça peut être simplement on va dire une déformation professionnelle de nos sources qui s'en servent parce que simplement c'est un point objectif du temps qui n'est pas forcément important dans la vie des gens, mais qui est important quand vous essayez de communiquer à un large public. Par exemple, là, vous avez un diagramme qui vient en fait d'un traité d'Hippocrate qui vous dit qu'est-ce qu'il faut manger au fil de l'année. Puis il vous dit, bon, ben, à cette période, le lever des Pléiades, le solstice, l'équinoxe, parce qu'en fait, du coup, peu importe quel calendrier vous utilisez, vous pourrez vous repérer dans les saisons de façon assez fiable. Et le problème, c'est que si toutes nos sources ont un peu l'habitude de faire ça, les historiens aussi, ben, on risque de penser que tout se passe au solstice alors que c'est accidentel. Ces trois mentions ne se recoupent pas tout à fait. Plutarque dit que Harpocrate est né vers le solstice. Macrobe, que le dieu soleil est représenté comme un enfant et porté hors du temple vers le solstice. Tandis que Épiphane, qui est le témoignage le plus suspect, parle bien d'une naissance, mais ce n'est pas une statue de l'enfant, c'est une statue de la mère. Et c'est pas le 25 décembre, c'est le 6 janvier. Mais bon, ça, on a dit, c'est probablement à cause de lui. Mais du coup, une statue de la mère ou une statue de l'enfant, c'est pas tout à fait la même chose. Bon. Mais on a quand même envie de dire, bon, bah, il y a l'air d'avoir une tradition, au milieu de l'hiver, de la naissance d'un dieu apparemment solaire. Et si on n'avait pas de manière de confirmer, bah, on serait un petit peu obligé de les croire sur parole. Mais l'avantage de l'Égypte, c'est qu'on a des milliers d'années de sources, de textes gravés sur les murs de tombes, de textes recopiés sur les murs des temples, de papyrus qui ont survécu dans les sables du désert. Si on ne trouve pas confirmation de ça dans ces milliers et ces milliers de documents, ce serait quand même un peu bizarre. Il y a d'autres cultures où on pourrait dire, bon, on va accepter ce témoignage. Là, on aimerait quand même avoir confirmation. Le problème principal, c'est que le calendrier égyptien, il y a des débats sur le calendrier, mais le calendrier égyptien, on l'appelle l'année vague. Pourquoi ? Il n'est pas très vague, en fait, au contraire. Ils sont plutôt décidés à garder ce calendrier. Mais il y a 12 mois de 30 jours, donc ça fait 360 jours. C'est assez pratique, symétrique, on ne s'embête pas. Hein. On rajoute 5 jours épagomènes, donc hors de l'année. Donc 365 jours, bah c'est parfait, c'est une année solaire. Comme disait Julien, ils ont une année à peu près solaire, mais pas d'année bissextile. Pas de mois intercalaire. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tous les 4 ans, l'année prend un jour de retard. Tous les 40 ans, 10 jours de retard. Tous les 400 ans, 100 jours de retard. Elle se décale constamment au fil du temps. Et donc 400 ans après, l'année, elle est décalée de plus de 3 mois. Et pour la plupart des civilisations, c'est pas un problème, parce que de toute façon, dans 50 ans, vous allez être envahi par quelqu'un d'autre qui va vous imposer un autre calendrier, ou bien votre civilisation va s'effondrer. Enfin, voilà, la plupart du temps, c'est pas un problème, mais l'Égypte, qui a des millénaires de continuité rituelle et politique, bah forcément, ça commence à devenir un problème. Et en fait, c'est fait exprès. C'est pas vu comme un défaut, apparemment, ils y tenaient. En 238 avant notre ère, il y a Ptolémée III, dit Evergette, qui a voulu rajouter un jour intercalaire, parce qu'ils savaient que leur année se décalait, hein, mais apparemment les prêtres ont résisté parce qu'elle continue à être utilisée comme ça. Et on a même des témoignages qui nous disent que les pharaons devaient prêter serment, quand ils prenaient le pouvoir, de ne pas rajouter de jours intercalaires. Donc les prêtres égyptiens, manifestement, ils y tenaient énormément, jusqu'à la conquête romaine, et jusqu'à ce que Auguste, en 25 avant notre ère, décide d'aligner l'année égyptienne sur l'année romaine, en rajoutant un 6e jour épagomène tous les 4 ans. Alors au début, c'était pas tout à fait aligné parce que les années bissextiles romaines n'étaient pas bien gérées. Mais bon, ça c'est une autre question. Mais du coup, c'est ce qui a créé le calendrier alexandrin. Donc calendrier égyptien, c'est celui qui se décale au fil du temps. Calendrier alexandrin, c'est le même, mais fixé en 25 avant notre ère, il arrête de bouger.
Et ce calendrier alexandrin deviendra le calendrier copte, qui est toujours utilisé aujourd'hui par l'Église copte. Censorin, au IIIe siècle, dans son traité sur le jour natal, laisse penser qu'en fait l'année vague a continué à être utilisée, il y a plein de signes, mais que l'année vague a continué à être utilisée après Auguste. Parce qu'il dit qu'en 139, le lever de l'étoile Sirius, qui était très important en Égypte, avait lieu à nouveau lors du Nouvel An, le premier Thoth, ce qui concluait un cycle de 1460 années solaires ou 1461 années vagues. Donc l'année venait de faire un tour complet, ce qu'il appelait, je crois, l'apocatastasis, quelque chose comme ça. Et apparemment, les Égyptiens ont fêté la conclusion de cette grande année, en fait, si vous voulez, que l'année a fait un tour complet et qu'elle est revenue à son point de départ. Mais si ça a été fêté en 139, ça veut dire qu'elle était encore en usage. Ce qui veut dire que quand Plutarque ou d'autres, ou Clément d'Alexandrie, nous donnent des dates après, on n'est jamais complètement sûr, est-ce qu'ils utilisent le calendrier alexandrin qui est fixe, ou est-ce qu'ils utilisent le calendrier qui continue à se décaler? Un peu prise de tête. Et il y a énormément de débats sur les dates égyptiennes que Plutarque donne d'ailleurs. Il y a eu plein de tentatives de les réconcilier. Et surtout, ce que fait Plutarque, de dire ils ont cette fête au solstice, on a aussi une source, un astronome, Géminos, qui nous dit il ne faut pas faire ça. Il dit depuis de longues années, on suppose généralement en Grèce que les fêtes d'Isis, pour les Égyptiens comme pour Eudoxe, tombent au solstice d'hiver, ce qui est complètement faux. Il y a un mois de décalage avec le solstice d'hiver. En effet, 120 ans plus tôt, elle tombait exactement au solstice d'hiver, mais tous les 4 ans, il y a un jour d'écart, ce qui, en 40 ans, l'écart a atteint 10 jours, ce n'est pas encore une différence très sensible, mais quand la différence est d'un mois au bout de 120 ans, c'est le comble de l'ignorance de considérer que les fêtes d'Isis tombent au solstice d'hiver. Et donc les fêtes d'Isis ont été célébrées une fois au solstice d'hiver, et plus lointainement encore au solstice d'été, comme le mentionne Ératosthène. Elles tomberont successivement en automne, puis au solstice d'été, puis au printemps, puis de nouveau au solstice d'hiver. Donc en fait, il nous dit, le calendrier égyptien, les fêtes ne sont pas liées aux saisons, elles se décalent au fil du temps, et c'est fait exprès. Même les Égyptiens ont fait exprès, ils voulaient que leurs fêtes se passent à tous les moments de l'année, en fait. Que leurs fêtes bénissent les différents jours de l'année les uns après les autres. Donc si vous regardez par exemple un petit tableau de la date du 19 Atyr et le solstice d'hiver, vous voyez qu'en moins 200, ça tombait à peu près, mais qu'après ça a continué à reculer au fil de l'année, puisqu'on prend du retard. Donc ça c'est le grand débat. Chaque fois qu'on est après Auguste, est-ce que c'est le calendrier égyptien? Est-ce que c'est le calendrier alexandrin? Il y a énormément de tentatives de les réconcilier. En fait, ils donnaient la date dans le calendrier alexandrin, mais ils faisaient référence à une fête qui est dans le calendrier égyptien. Je prends un exemple, c'est la théorie de Merkelbach sur les fêtes d'Isis, avec un petit schéma pour peut-être mieux visualiser. Il y a différentes dates, notamment cette fête de Atyr. Est-ce que c'est une fête en automne? Est-ce que c'est une fête fixe liée aux Pléiades? On a vu ces théories qui ont été mentionnées. Il y a une fête de Khoiak, et puis il y a le 5 mars, Navigum, la navigation d'Isis, qui est aussi populaire. Merkelbach qui dit en fait c'est en 304 avant notre ère, il y a eu un couronnement, c'était le 29 de Khoiak dans l'année vague, et ça tombait le 5 mars à l'époque. Et du coup on l'a fêté d'un côté le 5 mars, et de l'autre côté le 29 Khoiak. Et du coup, on fête le 29 Khoiak dans le calendrier alexandrin, ce qui fait fin décembre, et dans l'année vague qui a continué à se décaler, ce qui fait le 14 novembre, ou en Atyr en fait, dans le calendrier alexandrin. Et du coup, toutes les fêtes d'Isis sont expliquées par un moment où quelqu'un a décidé de fêter ses fêtes à ce moment-là, et ensuite tout le reste c'est simplement un report d'un calendrier à l'autre ou un décalage. Il y a un peu cette tentation de trouver le moment où la machine s'est mise en marche, et ensuite elle a marché sans aucun dysfonctionnement et sans aucun changement pendant des siècles, et ça explique tout. C'est un peu tentant, mais vous remarquez que c'est très dangereux pour nos théories, parce que ça veut dire que si votre théorie ne marche pas, tout ce que vous avez à faire, c'est reculer de 100 ans, avancer de 100 ans, passer d'un calendrier à l'autre, et ça va bien finir par marcher, quoi, vu qu'il y a ce décalage. Et aussi, il y a les Grecs qui sont un peu... C'est en fait assez répété chez les auteurs grecs et romains de dire que les Égyptiens connaissaient l'année de 365 jours et un quart, et même que c'est eux qui l'avaient inventée. Diodore, Strabon, Macrobe, Diogène Laërce, tout le monde la leur attribue. Il y a une tendance à attribuer à l'Égypte toutes les sagesses et toutes les inventions, parce que c'est une très vieille civilisation. Et c'est ce qu'ils disent aussi, notamment de l'astronomie babylonienne, mésopotamienne, les Chaldéens. Mais sauf que, côté mésopotamien, on a pu confirmer ça, qu'ils avaient une astronomie extrêmement poussée depuis très longtemps, alors qu'en Égypte,
avant l'arrivée des Perses et des Grecs, on n'a pas l'impression de voir un intérêt extrêmement poussé pour ça. Il y en a un peu, mais pas du tout au même niveau de systématisation. Typiquement, quand on a trouvé le zodiaque de Dendera qui est là, qui est au plafond du temple de Dendera, on a trouvé ça et on a dit ah bah c'est la preuve que les Égyptiens ils ont inventé l'astrologie et tout, alors qu'en fait c'est un truc qui date de l'époque romaine, je crois, et qui est 100% influencé par l'astrologie grecque. Et pour Noisville, en fait, cette histoire de l'année de 365 jours un quart, c'est que les Égyptiens, ils racontent qu'ils l'ont inventé pour digérer le fait de l'avoir emprunté. Ils supportent pas vraiment le fait d'avoir pour digérer le fait d'avoir importé ce savoir qui venait de l'extérieur. Eh ben on le naturalise et les Grecs étaient que trop disposés à croire ce qu'ils leur racontaient. Le débat sur le calendrier ou les calendriers égyptiens, je ne vais pas prétendre être capable de le conclure. Parker, qui était un peu l'étude classique sur les calendriers de l'Égypte ancienne, considérait qu'il y avait 3 calendriers en 1959, l'année vague, celui qu'on vient de dire, mais aussi un calendrier lunaire fixe agricole et un calendrier lunisolaire qui serait le calendrier original. Alors, évidemment, comme d'habitude, quand il est mort, ses disciples ont pu dire bon, en fait, il disait un peu n'importe quoi, on va pouvoir corriger ses travaux. Enfin, pas n'importe quoi, mais il y a beaucoup de choses à remettre en cause dans ses travaux, avec Spalinger ou De Puy. Un livre récent de Juan Belmonte et Roselul dit que dans les faits, il y a un seul calendrier en Égypte, c'est l'année vague, celui que je viens de vous dire, et que oui, parfois ils peuvent utiliser les phases de la Lune, mais on ne peut pas vraiment le considérer comme un calendrier, de ce que je comprends. Maintenant, je pense que c'est... Je ne vais pas faire comme si c'était quelque chose de limpide et qu'on pouvait expédier comme ça sans que ça pose de problème. Ce que je trouve intéressant dans l'étude de Parker, c'est notamment quand il fait le catalogue des tentatives avant lui de comprendre les calendriers égyptiens. Et il mentionne de nombreuses tentatives au XIXe siècle de partir du principe que le calendrier égyptien, en fait, c'était un calendrier lunisolaire qui commençait après le solstice d'été. Donc on a vraiment cette tendance à... Le solstice nous attire comme un aimant et on se dit c'est forcément le point de repère automatique. Alors là, solstice d'été, pas solstice d'hiver, mais c'est là que ça doit commencer. Alors qu'en fait, ça nous induisait en erreur pour ce système-là, qui est quand même, comme vous le voyez, assez particulier. Vous imaginez, si l'année se décale en permanence au fil du temps et que les fêtes l'accompagnent, ça devient difficile d'avoir une fête du solstice. Parce qu'elle va pas, si elle est le 25 décembre, elle va se décaler lentement au fil du temps. Bon, mais est-ce que c'est impossible qu'ils aient une fête fixe? Parce qu'il y a quand même des éléments fixes qui dictent la vie rituelle de l'Égypte, notamment la crue du Nil, c'est à peu près tout le temps, enfin pas avec la précision d'une horloge, mais c'est à la même période chaque année, et le lever de l'étoile Sirius, qui était très important, et que pendant longtemps on considérait comme le nouvel an égyptien ou l'anniversaire de la création du monde. Et par exemple, il y a aussi un texte de Ruffin au 5e siècle, un auteur chrétien, qui parle d'un rituel au Sérapéum ou Sérapéon d'Alexandrie, où le soleil tombe sur la bouche de la statue du dieu. Il dit, voilà, le jour où il était d'usage, on a introduit la statue du soleil, et le moment avait été rigoureusement calculé pour qu'un rayon de soleil passe par une ouverture et touche la bouche de Sérapis, et ça donnait l'impression à la foule que Sérapis était salué par un baiser du soleil. Alors vu comme il le décrit, ça donne vraiment l'impression que c'est une ouverture et que c'était un jour fixe de l'année que ça pouvait avoir lieu. Et ensuite, il y a un soleil qui descend du plafond, puis alors lui il dit il y a des aimants, c'est une supercherie, tout ça. Bon alors c'est assez marrant parce qu'il en parle comme d'une supercherie, mais c'est aussi un récit où il parle d'aimants qui pourraient carrément faire léviter des statues, alors que, bon, pour le niveau de magnétisme qu'il faut pour faire ça serait quand même assez impressionnant. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être lié à des coutumes égyptiennes plus vieilles, le rituel qu'on appelle de l'union au disque, où le lien de la statue du dieu et du soleil est renouvelé dans les temples égyptiens, ça pourrait être plus vieux. Et donc ça pourrait être un culte... Enfin, c'est pas impossible qu'ils aient une fête fixe au solstice ou ailleurs. Donc, essayons de voir quand est-ce qu'on fête l'anniversaire du dieu solaire en Égypte. C'était un peu le grand absent des fêtes que j'ai mentionnées avant. Déjà, le dernier mois de l'année, Messoré, en fait, ça veut dire naissance de Ré. Messo, c'est comme vous savez, dans Toutmosis. Toutmosis, c'est le fils de Thoth ou l'enfant de Thoth. C'est probablement la racine à l'origine du nom Moïse, d'ailleurs. Mais du coup, Messoré, c'est même racine pour dire la naissance de Ré. Et en fait, les mois égyptiens, il y a un truc bizarre, c'est qu'ils ont l'air d'avoir tous été nommés d'après une fête du mois suivant. C'est-à-dire que chaque mois, il est nommé d'après la fête importante qu'on a dans le mois d'après. Bon, c'est un peu bizarre.
Mais du coup, si le dernier mois de l'année est nommé Messoré, bah peut-être que Messoré, en fait, c'est le nouvel an. Vu que c'est le dernier mois de l'année, la grosse fête du mois d'après, c'est le nouvel an. Et en fait, ce serait le premier Thoth, la naissance de Ré. Ce qui serait pas bizarre, parce qu'en fait, le nouvel an, ce serait l'anniversaire du monde. Et l'anniversaire du soleil, en fait, le soleil, il aurait été créé en même temps que le monde. Il est décrit, ça dépend des mythes, il y a différentes cosmogonies. Mais par exemple, quand on décrit le dieu soleil qui émerge d'une fleur de lotus, on va dire, bon, ça émerge le premier Thoth. Donc c'est l'anniversaire du soleil parce que c'est l'anniversaire du monde. Donc ok, peut-être le nouvel an, le premier Thoth. J'ai mis un soleil en haut. Il y a le 2 de Messoré, un festival d'Horus. Sur le papyrus d'Ibé en grec, c'est dit que c'est un festival d'Apollon, ça doit être Horus. Vous avez donc le mois de Messoré, le nouvel an. Les jours épagomènes à la fin de l'année, alors ça fêtait, le premier il fêtait Osiris, le deuxième Horus, troisième Isis si je ne me trompe pas. Mais du coup, Horus était fêté le deuxième jour épagomène. Et puis il y a le 28 de Farmouti, le huitième mois de l'année. Donc si je résume un peu, on a le 28 de Farmouti, et puis sinon on a le dernier mois, les jours épagomènes et le début de l'année, donc on a un bloc un peu à la fin de l'année, quoi. Ok. Bah, essayons de voir quand est-ce que ces fêtes tombent. Si je pars de, on va dire, 300 avant notre ère, jusqu'à l'an 300 de notre ère, sur 600 ans, sur la période qui nous concerne, c'est quand même pas mal. Et j'essaye de voir quand est-ce qu'elle tombe au solstice. Parce qu'à l'époque de Plutarque, ça ne nous arrange pas vraiment. Le 28 de Farmouti, il tombe en mars, et les jours épagomènes, ils tombent plutôt en juin. Et en fait, si je fais ce calcul, là j'ai juste fait un petit tableau avec le calendrier égyptien à gauche, et puis les années à droite. Et je vous ai mis donc en jaune le mois de Farmouti, en bas le mois de Messoré, épagomène, j'ai pas mis Thoth, mais on va dire, voilà, vous imaginez le nouvel an aussi. Et en bleu, j'ai mis quand est-ce que tombe le solstice d'hiver au fil du temps. Et vous voyez que ça colle absolument pas. Il recule de Phaophi jusqu'à Faminote. Il s'approche du 28 de Farmouti, mais en fait, il faut attendre l'an 472 pour qu'il tombe sur le 28 de Farmouti, ce qui est un peu trop tard pour nous. Mais donc, je n'ai pas fait exprès, hein, mais de nouveau, ça colle absolument pas. Les dates qui sont les plus célèbres, les plus emblématiques de la fête des dieux solaires, de Horus, des dieux solaires en Égypte, n'ont pas l'air de tomber au solstice pendant une période qui va, donc là on a brossé large, de 300 avant notre ère à 300 de notre ère, pas le cas. Bon, ok. Prenons le raisonnement dans l'autre sens. On voit que le solstice il bouge à travers l'année. Est-ce qu'il y a un moment où il tombe sur une fête importante, et puis c'est peut-être pas la naissance d'Horus, mais c'est ça qu'il a expliqué. Bah, vous avez la fête de Khoiak. Donc Khoiak, vous voyez, c'est le 4e mois. Et effectivement, en 50 avant notre ère, quand on va fixer le calendrier alexandrin, les fêtes de Khoiak, elles tombaient très proches du solstice d'hiver. Donc, même pour le calendrier fixe, à partir de là, ça nous arrange un peu, parce que ça tombait vraiment fin décembre. C'est des fêtes à la fin du mois de Khoiak qui célèbrent la mort d'Osiris. On fabrique des momies d'Osiris et de Sokar, d'autres dieux, à partir notamment de céréales, de terre, qui vont germer en fait. C'est très lié à ces thèmes. Fraser en a beaucoup parlé, des jardins d'Adonis, le renouvellement de la végétation. Alors là, on est plutôt dans le domaine de Fraser, hein, sur le côté végétation, renouveau de la végétation. Mais il y aura une procession et un enterrement des statues de l'année passée, c'est-à-dire qu'on fait des nouvelles statues, puis on enterre celles de l'année passée en grande pompe. On dresse le pilier d'Osiris qui représente Osiris en grande célébration. Il y a des fêtes de la recherche du corps d'Osiris. Alors, le cycle d'Osiris, c'est un peu un des cycles fondamentaux de l'Égypte. Il est décalqué à différents endroits de l'année, aussi pour le Nouvel An, aussi pour des fêtes à d'autres moments de l'année. Mais sur les fêtes de Khoiak, il y a aussi, on mentionne des barques qui sont sorties du temple. On mentionne les temples, vous savez, parfois ils ont un lac, et donc il va y avoir 34 barques sur le lac, apparemment qui cherchent les morceaux du corps d'Osiris, par exemple. Et du coup, qui naviguent sur le lac pour trouver les morceaux, etc. Ok, donc ça c'est indéniable, hein. C'est une fête extrêmement ancienne, extrêmement importante. Alors ça n'a pas l'air d'être une fête de naissance, hein. Ça n'a pas l'air d'être ça, mais en tout cas c'est une fête importante. Mais on a évidemment essayé à répétition de lier ça à Noël. Donc là vous voyez un article de André Pochant en 1938, on a un petit schéma mort d'Osiris, résurrection, flèche, Noël qui explique tout, où il nous dit en fait c'est au solstice d'hiver donc ça explique Noël. Et ça explique aussi l'épiphanie et tout. Enfin, voilà, il y a des tentatives un peu cosmiques d'aligner les calendriers plus que ça, sans toujours, je trouve, expliquer exactement comment ça se justifie, pourquoi ils auraient choisi cette fête. Il y a un article de Merkelbach en 1969
qu'il y a une fête d'Osiris du 24 ou du 25 décembre à Rome, ce qui ne me semble pas du tout clair, ou Anthony Spaliger qui dit la même chose, c'est ces fêtes-là qui expliqueraient le cycle de Noël et de l'Épiphanie. Un article de 2014 qui est peut-être assez renseigné, mais qui en fait me semble pas montrer du tout les problèmes qui viennent avec ce genre de raisonnement. Donc là, je reviens, c'est que c'est facile de cracher sur Zeitgeist et les complotistes néo-païens bizarres, mais là, on a des égyptologues, tout ce qui est de plus sérieux, dans des revues tout ce qui est de plus sérieuses, qui disent à peu près la même chose. Pas de manière beaucoup plus sérieuse, à mon avis, mais simplement, c'est un problème de fond. Donc, c'est pas une fête de naissance, ça commémore la mort d'Osiris. Il y a Sokar, qui est parfois Ptah Sokar, mais qui là est assimilé à Osiris. Et là, vous voyez représenté dans la chapelle, dans le temple de Séti Ier à Abydos, où Sokar est revivifié, ressuscité par Isis et Horus. Donc il est vraiment dans le rôle d'Osiris, quoi, le dieu mort et puis rabiboché. Par contre, à Edfou, il y a une fête du couronnement d'Horus. Alors c'est pas une naissance, mais peut-être le couronnement d'Horus, c'est un peu plus proche de ce qu'on cherche. Acharyaès dit que en fait, c'est la fête du dieu Sokar, qui est un baby sun god, un bébé dieu soleil, donc ça rejoindrait ce que Macrobe dit. Et vous voyez ici une représentation d'un petit bébé faucon dans une barque, parce qu'on désigne Sokaris comme le petit soleil. Alors, dans les faits, il y a effectivement une procession avec un petit, je ne vais pas dire parfois on dit un fétiche, bon c'est un terme un peu daté, mais un petit emblème de Sokaris, donc un petit bibelot de faucon transporté dans une barque très cérémonielle avec 2 perches, etc., qui devait faire quand même peut-être 3 mètres de long pour que 2 personnes la portent. Comme on connaît leur taille, forcément, comme on connaît le temple, on sait qu'il devait pouvoir sortir la barque et tourner dans les couloirs, donc on sait la taille maximum à peu près que ça devait avoir, et la taille minimum, en fonction des descriptions. Mais il y a un peu de débat. Mais avec les représentations, on peut imaginer ça. Et s'il fallait faire une théorie tirée de son chapeau, puisque apparemment c'est la mode, moi je dirais c'est possible qu'un observateur extérieur, il voie ça, et il se dise « Oh, le petit faucon, le bébé faucon, en fait c'est un bébé Horus, quoi. » Et ça pourrait expliquer pourquoi il dit il le sortent de son temple sous la forme d'un enfant. Parce que c'est un petit faucon. Bon, après, là je vous dis c'est de la pure spéculation, mais ça pourrait être à mon avis une explication qui lierait ça au témoignage de Macrobe et d'autres. Pour revenir enfin, pour conclure sur ces histoires de solstice en Égypte, Juan Belmonte a essayé de parler de ça en 2009, en 2023. L'année passée, il a sorti un livre qui reprend ces théories à peu près à l'identique sur les points qui nous concernent. Il essayait de trouver aussi des alignements. Lui, il s'intéresse un peu à l'archéoastronomie, donc notamment les monuments qui sont alignés avec le soleil au solstice, par exemple. Vous voyez, un peu comme Stone Age, mais à d'autres niveaux. Moi, ça ne me convainc pas vraiment pour l'Égypte, parce qu'en fait, ces alignements, si vous cherchez les alignements au solstice d'hiver, aux équinoxes, au solstice d'été, au lever, au coucher du soleil, bon, vous avez vite fait de trouver des alignements qui sont complètement un hasard, quoi. Donc je ne suis pas toujours très convaincu. Il y avait Wells qui avait toute une théorie sur le fait que le Nouvel An, en fait, ça représentait la position du soleil par rapport à la Voie lactée à un moment de l'année, etc. Il le rejette. Mais pour lui, effectivement, le Nouvel An, je vous avais parlé de cette tendance à voir le calendrier comme une machine qu'on a lancée à l'instant T puis qui a bougé sans accroc pendant des millénaires. Lui, il dit en 2004 avant notre ère, le solstice tombait au Nouvel An, et puis il a dérivé. Et donc évidemment, 1460 ans après, on est retombé au point de départ, ce qui est le moment de l'invasion perse. Donc juste à temps pour l'invasion perse, le solstice retombait de nouveau au Nouvel An, et ça a été consolidé par l'association avec Mitra, parce que pour les envahisseurs perses, l'association du solstice d'hiver avec la naissance du dieu soleil Mitra avait été évidente. Autrement dit, c'est ça que je trouve assez fascinant, c'est que nous, on va en Égypte en quête de source de cette fête du solstice parce qu'on n'en trouve pas. Et là, on a le spécialiste de l'Égypte qui dit « Ah bon, mais de toute façon, ils se sont fait envahir par les Perses, puis les Perses, ils ont Mitra, puis Mitra, il est fêté au solstice. » C'est évident. Donc ça l'a consolidé, alors qu'on a vu qu'il n'y avait pas de preuve claire. Enfin, on ne l'a pas vu en détail, mais il n'y a pas de preuve claire que le Mitra perse était fêté au solstice. Là, je pense que c'est assez symptomatique de ce genre de débat où souvent les gens, dans leur propre discipline, ils vont dire « Bah oui, effectivement, la théorie ne marche pas, il n'y a pas de preuve. » Mais il y a dans la côté les Perses, tout le monde sait que Mitra a une fête au solstice. Mais il y a le Natalis Invicti, tout le monde sait que... Un peu le réflexe qu'on a vu chez Cumont et Eliade de dire bon, bah, tous les dieux orientaux sont fêtés de la même manière. C'est comme ça aussi que ces théories se maintiennent. Parce que c'est un tel ensemble de données que, évidemment, personne ne
peut être spécialiste de tout ça à la fois. En fait, cette tendance à essayer d'expliquer ce calendrier à partir comment dire, du solstice et des témoignages de Macrobe et compagnie, ça a été fait depuis le 19e siècle. Brugge, qui publie des matériaux pour l'étude du calendrier égyptien, fait la même chose. Il dit qui est le petit soleil, Ra-Serao, ou le dieu Sokar. Ce sont encore les anciens qui nous donnent la réponse. Ils nous citent Macrobe. Les Égyptiens représentaient le soleil au solstice d'hiver sous l'image d'un petit enfant. Et il nous dit même carrément qu'à l'équinoxe de printemps, c'était Jupiter Amon, Horus à la couronne à l'équinoxe d'automne. À l'équinoxe d'automne, c'est Sérapis invisible, et au solstice d'hiver, Harpocrate Tambre. Ces citations suffiront pour prouver que le petit soleil, le dieu Sokaris, est identique avec le soleil du solstice d'hiver, représenté sous la figure d'un enfant et appelé Harpocrate Tendre. Ok ? Donc ça pourrait être clair. Le petit soleil, ça doit être le soleil au solstice d'hiver. Sauf qu'il y a juste un petit problème. C'est que le petit soleil, c'est que le cycle du soleil en Égypte, il est toujours quotidien. C'est tous les jours, le soleil se lève, et ensuite il passe sous la terre, il va dans le monde des ténèbres, il combat le serpent Apophis, il se plonge dans l'océan primordial, il y a différents récits, mais c'est tous les jours. Et c'est ça d'ailleurs qui fait la force du soleil. C'est que tous les jours il revient, tous les jours il fait son cycle. C'est pour ça qu'il a une espèce de force indomptable qui est le principe mouvant du cosmos. Et notamment si vous pensez à Mitra ou Shamash, les deux dieux solaires perses ou mésopotamiens, les hymnes à Mitra et à Shamash sont assez similaires. D'ailleurs, peut-être qu'il y a un lien, une influence de l'un sur l'autre. Ils disent, c'est le Dieu qui voit tout, parce qu'il est toujours en mouvement, il est toujours en train de parcourir la terre. Il a 10 000 yeux, 10 000 espions, ça c'est Mitra. Et c'est quelque chose qu'on voit avec Sol à Rome aussi. On nous dit que Sol, il est récompensé parce que quand Néron a réussi à déjouer un complot. Et ça fait vraiment partie de la symbolique et de la force rituelle du soleil, le fait qu'il est toujours en mouvement et qu'il voit tout ce qui se passe sur la terre, ce qui en fait aussi du coup un dieu de la justice, des serments, etc. Donc quitte à essayer de trouver la logique qu'il y a derrière, encore une fois, c'est des logiques qui se conjuguent généralement pas de façon mécanique, mais il ne faut pas oublier ça, que le cycle du soleil en Égypte et à Rome, c'est souvent le cycle journalier. Un exemple intéressant du fait que ces logiques ne sont pas toujours très intuitives, c'est Brugge lui-même qui le donne. Il nous dit que le petit soleil, c'est Sokaris, c'est Harpocrate au solstice d'hiver. Et il nous donne un exemple pour étayer ça, c'est une expression des Égyptiens de son époque. Enfin, de M. Poul, je ne sais plus exactement de quand il date, mais il nous dit que les Égyptiens parlent du grand et du petit soleil. Al-Shams al-Kabira et Al-Shams al-Sghira. Grand soleil, petit soleil. Les habitants d'Égypte appellent l'équinoxe de printemps le grand soleil, et un point de temps précédant exactement un mois zodiacal, le petit soleil. Donc, ironiquement, il dit le petit soleil, c'est forcément le solstice. La preuve, en Égypte aujourd'hui, puis en Égypte, ils disent grand soleil pour l'équinoxe et petit soleil pour un mois avant l'équinoxe. Pourquoi avoir choisi ces deux points-là plutôt que les solstices ? Ça nous montre que, justement, la logique de ce genre d'année solaire, comment elle peut être envisagée sur le plan folklorique, n'est pas quelque chose qui s'applique mécaniquement. C'est pas parce qu'on voit petit soleil que c'est forcément le soleil au solstice. Et en fait, il nous donne un exemple que c'est pas toujours le cas. Maintenant, il va falloir qu'on décroche un peu le nez du guidon, parce que pour l'instant, on a regardé naissance du soleil, naissance du soleil, naissance du soleil, mais et si on prenait l'astrophéologie un peu plus au sérieux, et que plutôt que de regarder seulement des traces de la naissance ou de l'anniversaire du soleil, on regardait plus sérieusement le concept de la vie du soleil au fil de l'année, ce que nous disait Macrobe. Le soleil, il naîtrait, il vivrait, il grandirait, il vieillirait, et ensuite il meurt. Est-ce qu'on trouve des traces de ça, pas seulement de sa naissance ? C'est ce qu'on va voir tout de suite, dès que j'ai remis une bûche dans le feu. Voilà.